Il y en a une destruction permanente de cette forêt. C'est une immense forêt. Il y a 9 pays amazoniens et le Brésil, c'est un seul, mais le Brésil possède à peu près 65% de l'Amazonie. J'ai été accepté par l'armée qui m'a mené dans ces missions, beaucoup de missions en hélicoptère, et qui me permettait de photographier avec les portes ouvertes. Et là, j'ai pu faire une collecte de matériel visuel en montrant certains espaces de l'Amazonie qu'on ne connaît pas. On aura une exposition avec des montagnes de l'Amazonie, parce que les photos d'Amazonie, normalement qu'on connaît, c'est une énorme plaine avec de grandes rivières qui serpentent au milieu. Mais il y en a énormément de montagnes en Amazonie, de très hautes montagnes. Il y en a des espaces en Amazonie qui n'ont pas de forêt, des espaces immenses, des espaces qui étaient érodés il y a à peu près 1500-2000 ans et qui ne sont pas reconstruits et qui sont là. Et la forêt amazonienne, elle a une énorme capacité d'évaporation. Normalement, les nuages se forment par des humidités qui viennent de la mer. Mais l'Amazonie, c'est le seul endroit au monde, hors des océans, qui a une capacité de reconstruction de son humidité. Chaque grand arbre, elle évapore en moyenne 1000 à 1200 litres d'eau par jour. Elle met tout ça en atmosphère, des milliards d'arbres, et qui créent un flot d'humidité aérienne qui est plus grand que les flots du fleuve Amazone lui-même. Et beaucoup de ces humidités qu'on a ici, sur notre espace, la France, beaucoup vient de là-bas. L'exposition qu'on présentera ici à la Philharmonie, elle compose d'une partie humaine et d'une partie physique de l'Amazonie. Donc la tentative, c'est de montrer cet espace pour voir si ensemble on pourrait créer un débat. On pourrait poser la question amazonienne, amener avec nous les organisations indigènes pour créer un débat, une discussion à propos de l'Amazonie. Parce qu'on pourra sauver cet espace, mais si on le sauve tous ensemble, il faut qu'on se mette l'humanité tout entière pour protéger cet espace. Le Brésil a un espace pour l'agriculture, peut-être un des plus grands du monde. Le Brésil a déjà une des agricultures plus grandes du monde. C'est un problème de meilleur utiliser son espace déjà déforesté, monter la rentabilité, investir dans la recherche agricole et arrêter la destruction. Si le Brésil il a un avenir, c'est dans la biologie, c'est dans la nature, c'est en protégeant cette grande forêt, que c'est la plus grande forêt tropicale au monde, et on peut devenir les pays les plus verts, les plus écologiques, les plus responsables du monde. Et avec ça, on pourra avoir un retour économique pour les pays colossal. Mais il faut s'y prendre d'une autre manière qu'on a pris jusqu'à présent. L'Amazonie, c'est un grand espace de forêt, mais possiblement, soit c'est la plus grande concentration culturelle du monde. On a plus de 300 tribus différentes en Amazonie, avec presque 300 langues différentes, avec un peu plus de 300 cultures différentes, avec des traditions incroyables, des traditions héritées des Incas, qui il y a 500 ans, sous la pression espagnole, ont descendu des Andes, ont pénétré dans la forêt amazonienne, et beaucoup sont finis dans la forêt amazonienne brésilienne, sont là encore. Beaucoup de peuples qu'il y a des milliers d'années ont marché de l'Amérique centrale. On sait qu'ils ont venu de l'Amérique centrale parce que les corps linguistiques qu'ils parlent, c'est de là-bas. Vous savez, des peuples qui sont venus d'extrême sud de l'Amérique. J'ai travaillé avec un peuple incroyable ils sont venus de la côte atlantique brésilienne. Les jésuites les ont rencontrés en 1600, 1580-1600. Ils ont disparu. On les a retrouvés à nouveau il y a 20 ans. Et les troncs linguistiques, c'est exactement les mêmes de la côte brésilienne, d'État de Bahia. Et aujourd'hui, les scientifiques ont calculé que ces Indiens ont mis au moins 3000 ans pour venir de la côte atlantique, d'État de Bahia, au centre-sud du Brésil, arriver là où ils sont en Amazonie. Donc, ils ont amené des cultures de là-bas. Et tous ces peuples, vous savez, la culture des Caraïbes, on a beaucoup d'Indiens d'origine caraïbe, avec des langues caraïbes, et tout ça, c'est dans l'Amazonie. Cette richesse concentrée là-dedans, c'est phénoménal.
je suis né dans un pays musical. La musique populaire brésilienne, elle est diffusée, elle est diffondue partout, partout, vraiment partout. Et d'abord, moi, citoyen qui est venu de la partie occidentalisée du Brésil, avec des origines étrangères, je chante énormément les musiques que j'ai apprises dans ma jeunesse. Et donc, je n'ai pas photographié qu'en chantant. Vous savez, je chante beaucoup. J'ai découvert une chose incroyable. Quand j'ai photographié avec des pellicules et que j'ai été complètement intégré dans un phénomène photographique, vous savez, quand vous allez photographier, il faut que vous vous intégriez, sinon vous n'arrivez pas à faire des photos. Vous vouliez ce qui est en train de passer et vos photos sont des copies représentatives de l'évolution de ce phénomène qui se passe en face de vous. Il faut une concentration énorme. Mais c'était malheureux parce qu'après 36 photos, il fallait que j'arrête, que j'enlève ma pellicule de mon appareil, que j'en mette une autre, et je faisais une cassure de ma concentration. Et j'ai découvert une chose phénoménale, c'est qu'en photographiant, en chantant, je ne cassais pas ma concentration, je ne cassais pas ma séquence. Parce qu'en chantant, j'ai changé ma pellicule, en chantant, j'ai continué à photographier. Et donc la musique, pour moi, c'était mon fil conducteur de faire la photographie. Et étonnamment pour moi, quand j'arrivais en Amazonie, je trouve un peuple de chanteurs. Les Indiens chantent beaucoup. C'est phénoménal quand vous partez en brousse et que les Indiens se répartissent dans la brousse. Vous écoutez des chants un peu partout, à l'exception quand ils chassent. Quand ils chassent, non, parce qu'ils font un silence absolu. Quand ils chassent, ils font attention à tout ce qu'ils s'alimentent, à tout ce qu'ils mangent, au moins une semaine avant, parce que ce qu'on mange, l'odeur passe par la peau et les animaux sentent qu'il y a une odeur différente, ils s'en vont. Et donc, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils ne chantent plus non plus. Mais quand ils sont pour l'agriculture, parce que les Indiens sont des très grands cultivateurs, quand ils sont à la collecte, ils collectent beaucoup des arbres, des forêts, quand ils sont à la pêche, il y en a beaucoup de chants, vous savez. Et donc, je me sentis beaucoup chez moi en Amazonie. Il y a des grandes fêtes. Et toutes ces grandes fêtes sont des fêtes très musicales. Il y en a des échanges de bienvenus qui ce sont des discours musicaux. Un Indien arrive pour une fête, il est invité. Vous savez, les distances sont énormes. Quelquefois, il met une semaine, 10 jours, 15 jours de marche pour arriver, de navigation. Ils viennent dans la forêt. Et quand il arrive, avant qu'il s'installe, il raconte son histoire. Qu'est-ce qu'il a vu, où il a passé. Il y a un autre qui le recevoir. Ils se mettent un contre l'autre, épaule contre épaule, les visages à côté de l'autre, et on fait un récit en chantant. Et l'autre répond, fait un autre récit en racontant les nouvelles des villages qu'il reçoit. C'est tellement beau, c'est tellement incroyable. Les fêtes indiennes, c'est très difficile de dormir parce que les Indiens chantent jour et nuit. Il y en a un groupe de 10, 15, 20 Indiens qui vont en chantant, en dansant, pendant 1-2 heures. Ces groupes se fatiguent, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent parce qu'on ne commence pas tous ensemble. On commence un certain déphasage de temps. Quand c'est fatigué, il sort, rentre un autre qui n'est pas fatigué. Et donc, pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, on chante, on danse, en circulant. C'est très musical, l'Amazonie. Dans cette exposition, on aura un espace qui était construit comme si on était dans la forêt. On aura des photographies de la forêt, des rivières, des nuages, des chutes d'eau. Et à un moment quelconque, on rentre dans un cercle ou dans un losange en format d'une maison indienne. Et là, on trouve les tribus. Mais Jean-Michel Jarre, il a composé un son musical très beau en utilisant les sons de l'Amazonie. On a un musée à Genève qui collecte tous ces sons et Jean-Michel Jarre a organisé ces sons dans une séquence musicale très très belle. Donc, vous allez rentrer dans l'exposition, vous allez vous déplacer avec cette musique comme fil conducteur
avec les sons de l'Amazonie dans l'Amazonie. On aura des espaces isolés des projections, un espace qui est avec des portraits des personnes, des portraits des Indiens, avec un son des musiques indiennes. On a un groupe au Brésil qui s'appelle Pau Brasil, et le groupe Pau Brasil est très lié à tous les sons de l'Amazonie, à tous les sons indiens. Et donc, ils ont composé une musique spéciale pour cette projection, avec des chants indiens, avec des flûtes indiennes, avec des tambours indiens. Il y en aura un deuxième espace avec des projections, des photographies physiques, photographies de la forêt, des montagnes, des rivières aériennes. Là, on le fera avec une musique de Villa-Lobos qui s'appelle Érosion ou l'origine des fleuves Amazones. Elle a composé une très belle symphonie, Villa-Lobos, et donc ces sons de la érosion ou l'origine des fleuves Amazones sera les fils conducteurs de cette projection. On a beaucoup d'espaces hors l'Amazonie qu'on est en train de détruire à une vitesse incroyable. J'ai beaucoup travaillé en Asie, je connais beaucoup l'Indonésie. Les premiers voyages que j'ai faits à l'île de Sumatra, Sumatra était couvert de forêts. Il n'existe plus de forêt à Sumatra. Sumatra, c'est un espace considérable de la planète. On a tout détruit cette forêt pour planter l'huile de palme. Quand on va au Célèbes, c'est des îles incroyables là-bas. On est en train de tout abattre pour mettre l'huile de palme. Et aujourd'hui, dans la partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée, ce qu'on appelle la West Papua, on est en train de détruire à une vitesse encore beaucoup plus grande qu'en Amazonie. Donc, ce qu'on est en train de faire pour l'Amazonie, c'est vrai pour la planète entière, c'est vrai pour l'Afrique. Vous savez, il faut protéger cette planète. On est nature. Jusqu'il y en a quelques centaines d'années, on vivait dans la forêt, on vivait dans les cavernes. Ça fait pas très longtemps qu'on a sorti de là. On est nature, on fait partie des espèces animales. Les jours qu'on aurait détruit la biodiversité, possiblement on disparaîtra aussi, parce qu'on est biodiversité. Il faut qu'on la protège pour qu'on puisse vivre en paix dans cette planète, inclus la nôtre.